Bonjour à tous. Alors, on va commencer malgré les quelques retardataires, hein. Comme dirait l'autre, l'heure c'est l'heure. Donc, on va y aller pour le respect de ceux qui ont su être à l'heure. Alors, vous n'avez pas la possibilité de nous adresser la parole là pendant la première partie du séminaire, mais bien évidemment, vous pourrez chatter et puis nous allons euh, nous allons aussi pouvoir échanger par la suite. Voilà, c'est juste pour une petite question d'organisation. Très bien. Je je vais vous présenter donc non, c'est pas ça que je veux faire, c'est ça. Voilà. Je vais vous présenter le séminaire. Voilà. Très bien. Donc bienvenue à l'initiation au principe de DevOps, donc présenté par MD6. Je pense que vous connaissez pour un certain nombre d'entre vous MD6, d'autres pas. Ce que je vous propose, c'est très rapidement de prendre 5 minutes pour vous présenter notre société, afin de vous repositionner un peu l'activité et le positionnement de DevOps au sein de l'activité MD6. Et puis, bien entendu, nous aborderons un certain nombre de sujets autour de DevOps, ainsi que des cas d'usage réels chez nos clients. Donc, présentations qui seront faites respectivement par Adrien ainsi que par Camille. Voilà. Donc je vais commencer. Je suis moi-même Laurent Fournier pour ceux qui me connaissent pas. J'occupe la fonction de directeur général au sein d'Enesis, mais surtout j'ai en charge le développement commercial de l'activité. Voilà, sur l'ensemble de notre territoire. On verra un petit peu après. Très bien. Donc MD6, avant tout, un concepteur de plateforme d'infrastructure. Donc notre métier, bien évidemment, c'est autour des infrastructures avec un positionnement sur les technologies assez avancées, avec un objectif pour nous de rendre les SI plus agiles. Voilà, c'est notre objectif. Et pour ça, l'ADN de notre société, c'est l'innovation technologique, puisque nous n'hésitons pas à intégrer un certain nombre de nouvelles technologies qui arrivent sur le marché en avant-première, afin de faire bénéficier à nos clients de ces avantages. Vous en verrez quelques petits exemples sans trop qu'on insiste dessus. MD6, donc qui sommes-nous? Une marque MD6 pour la proposition de valeur autour des solutions d'infrastructure et tout ce qui va toucher à la transformation numérique avec DevOps. Et nous avons depuis quelque temps une structure qui s'appelle IDMove, qui est devenue en fait notre structure R&D, dans laquelle nous intégrons un certain nombre de recherche et développement autour des processus métiers. J'y reviendrai un peu après. Concernant le groupe Convergence, nous avons adhéré à ce groupement au niveau national, qui est un groupement qui nous permet de disposer d'une centaine de sites en France et donc parfois dans des projets nationaux de pouvoir adresser régionalement des besoins de déploiement physique, ce qui nous est, vous l'aurez bien compris, plus compliqué en partant de la région Grand Est. Voilà. MD6 en quelques mots, c'est environ 4,7 millions de chiffre d'affaires. C'est une trentaine de collaborateurs aujourd'hui et environ 150 clients actifs au sein de notre base. Notre offre, elle tourne essentiellement autour des infrastructures, donc de l'offre DevOps, des applications et des processus métiers. J'en ai parlé un peu tout à l'heure. Nous avons une solution autour de l'IoT, ainsi que de la dématérialisation des processus métiers. Et toutes ces offres-là tournent autour de thématiques services, puisque nous sommes en capacité à vous offrir de l'audit, de la conception, de l'intégration et du déploiement, et puis surtout du maintien en condition opérationnelle avec le support et l'assistance. Voilà. Vous aurez compris, je vous en ai parlé tout à l'heure, notre ADN, la technologie. Donc, nous sommes un des premiers acteurs Nutanix à avoir mis en production une infrastructure en France, de type Nutanix, pardon. Nous sommes aujourd'hui un acteur très avancé autour des technologies comme Rubrik, VxRail, Commvault, qui sont des solutions assez avancées. Et nous avons été, pour ce qui nous concerne plus particulièrement sur cet événement, un des premiers acteurs Docker dès 2015 est déjà certifié, alors que nous étions une structure, vous l'aurez compris, un peu plus petite. Alors les choix sont toujours cohérents. Nutanix, pourquoi Nutanix? Hyperconvergence, c'était pas juste pour faire de l'hyperconvergence, c'était à cette époque-là, fin 2013, début 2014, à leur arrivée en France, aussi une des technologies les plus avancées sur la capacité à demain de mettre en place
de la conteneurisation et dans une cohérence stratégique globale. Vous l'aurez compris, avec notre présence autour des technologies Docker, nous avions, au travers de ce type de technologie, une certaine, on va dire, homogénéité en matière d'approche valeur. Voilà. Cette offre, elle tourne autour de plusieurs activités, les infrastructures pour ce qui touche le data center, mais aussi le end user. Il s'agit bien de couvrir l'ensemble du périmètre et pour ça, nous le verrons, mais nous saurons couvrir des technologies qui accompagnent l'ensemble de ce périmètre, le réseau et la télécom, bien évidemment, la cybersécurité qui aujourd'hui est devenue un thème très important. Notre expertise autour des sauvegardes nous ont amené à travailler sur de nombreux projets autour de cette problématique. Et donc, nous avons souhaité, en cette nouvelle année 2021, mettre en place un pôle cybersécurité dédié dans lequel nous avons repris un certain nombre de savoir-faire dispatchés autour de notre pôle infrastructure réseau et télécom, mais aussi en complétant notre savoir-faire avec de nouvelles technologies et de nouvelles approches, y compris approches de service, puisque nous faisons de l'audit autour de cette thématique. Mais je ne vais pas trop m'éterniser dessus, mais si vous êtes intéressé, c'est un sujet très très actuellement, on va dire, en recherche de compétences. Notre offre, donc application métier et digitalisation, qui va nous permettre de développer un certain nombre de solutions autour de l'IoT. Nous sommes concepteurs d'objets IoT, nous sommes concepteurs de cartes mères, nos propres cartes mères, et nous maîtrisons aussi les technologies qui vont autour, ainsi que toutes ces technologies qui accompagnent la mobilité autour de ces besoins-là. Je ne m'éterniserai pas plus longtemps, mais c'est un sujet assez intéressant et aussi, vous l'aurez compris, actuellement très très en attente de la part des clients. L'offre Serenity chez MD6, c'est notre capacité à vous accompagner dans le maintien en condition opérationnelle de vos systèmes d'information avec différentes offres, que ce soit l'exploitation, la supervision, voire même un certain nombre d'accompagnements autour du cloud. Et puis enfin, et c'est le sujet qui nous intéresse particulièrement pour ce séminaire, l'offre DevOps, sur laquelle nous allons accompagner la modernisation des applications et de vos SI, puisque le SI, c'est pas simplement y mettre des briques technologiques, mais c'est aussi être capable de moderniser et de rendre plus agile le déploiement de vos applications. Enfin, je terminerai sur ce dernier slide, parmi lesquels nous comptons un certain nombre de nos clients, peut-être un certain nombre d'entre vous se compteront dans ces références. Elles sont pas, vous l'aurez compris, uniques. Il y a quelques autres clients que nous n'avons pas pu mettre. Le slide est trop petit, on va dire. Voilà, mais ce sont des projets significatifs et par exemple sur la partie DevOps, nous comptons entre autres parmi nos clients le Sénat que vous pouvez retrouver, qui nous a fait confiance sur toute sa partie mise en place d'un environnement de conteneurisation, dans un premier temps Docker et puis aujourd'hui autour de Kubernetes. Enfin, à droite, nos partenaires, puisque vous l'aurez compris, notre valeur finale, elle est portée au travers de savoir-faire technologique que l'on déploie et donc un certain nombre d'acteurs autour de cette thématique-là. Je vais passer maintenant la parole à Adrien. Bien entendu, je me tiens à votre disposition s'il y avait des questions et en fin de séminaire. Notre enjeu, c'est de vous proposer une approche autour d'une petite heure. Donc voilà, donc je vous souhaite à tous un très très bon séminaire et au plaisir de vous entendre par la suite. Je vais donc passer la parole à Adrien. Bonjour à tous, merci Laurent pour l'introduction. Donc effectivement, nous allons vous faire une petite présentation des principes généraux du DevOps, savoir si vous pouvez être concerné par ce principe, cette méthodologie. Je serai accompagné pour cette présentation de mon collègue Camille Feller, également ingénieur DevOps chez MD6. Et la présentation technique va s'axer autour du sommaire suivant. Je vais commencer par vous expliquer d'où vient le DevOps. Pourquoi aujourd'hui le DevOps est un sujet d'actualité qui concerne plus de gens qu'on pourrait le croire. Quels sont les grands principes qui régissent le fonctionnement général du DevOps? En quoi est-ce que cette méthodologie a changé la façon dont aujourd'hui on administre les applications et les serveurs au sein du SI? Et finalement, mon collègue Camille, du coup, vous présentera des cas d'usage concrets qu'on a pu mettre en place ces dernières années
autour de cette méthodologie pour améliorer la condition d'utilisation et les performances de certaines infrastructures et de certains SI. Et pour finir, on vous propose une session de questions-réponses complètement libre. Donc, vous pourrez poser vos questions dans le chat et on y répondra à l'oral. Et vous aurez accès à ces réponses aussi sur un enregistrement qui vous sera certainement partagé par la suite. Le DevOps, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, c'est une méthodologie qui vient pas de nulle part. Et avant 2000, quand on fonctionnait encore en bare metal, on avait un paradigme, une application, un seul serveur physique. On avait peu d'évolutivité, c'est-à-dire que quand on voulait rajouter une nouvelle application, il fallait racheter un nouveau serveur ou en reformater un ancien. Et donc en 2000, en 2001, on a vu arriver la virtualisation avec une adoption au début qui s'est fait de manière assez averse au risque. Les gens voulaient pas trop aller dessus, on voulait pas mettre de production sur ces systèmes. Et puis, on s'est rendu compte dès 2006 que finalement, l'adoption commençait à se faire vraiment de manière assez massive. Et le principal moteur de cette adoption massive, c'était la densification d'infrastructures pour améliorer la rentabilité et rationaliser les coûts de l'infrastructure. Dès 2006, avec du coup l'arrivée de la VM, on a vu aussi arriver les premières plateformes cloud, avec notamment AWS qui est arrivé en 2006 et qui a proposé finalement de la VM as a service. Donc c'était les débuts des prémices de ce qu'on connaît aujourd'hui comme étant le cloud public. À partir de 2009, on a rencontré une mouvance open source, et cette mouvance open source, elle s'est généralisée au début par ce qui concernait le développement, et puis après vers tous les métiers de l'infrastructure. Et elle a commencé du coup avec le PaaS en 2010 et en 2011. On a vu des PaaS open source basés sur l'idée de Heroku. Donc PaaS, c'est pour Platform as a Service. Et l'idée, c'était assez simple. Vous prenez votre code, vous envoyez le code et le système se débrouille pour déployer le code. Et finalement, du coup, on se rend compte qu'on a une réduction au fil du temps autour de l'application et non pas autour de l'outil qui permet de déployer l'application, que ce soit un serveur, une VM, et depuis maintenant 2013, avec l'arrivée de Docker, les conteneurs. Dès 2013, du coup, nous avons Docker qui a présenté une façon de packager les applications de manière uniforme, qui est le conteneur. Et dès 2014, on a eu un besoin d'orchestrer ces conteneurs, puisqu'on a essayé de monter en charge, on a essayé de densifier et de conteneuriser les applications en masse, et il a fallu les gérer, les piloter depuis un point central. Et donc, c'est là où les conteneurs en 2014 sont rentrés sur le marché. Les deux orchestrateurs les plus connus sur le marché sont Docker Swarm et Kubernetes, dont Laurent a déjà parlé. Et finalement, ces orchestrateurs ont changé un petit peu la façon dont on va aujourd'hui administrer les applications. Et ce paradigme, il a continué d'évoluer vers aujourd'hui ce qu'on appelle les applications cloud native. Alors, une application cloud native, c'est pas une application qui est censée fonctionner dans un cloud public, mais c'est une application qui est découpée en microservices et dont les microservices sont fortement résilients à la panne. C'est-à-dire que l'application a été conçue et architecturée pour fonctionner dans un environnement où les mises à jour n'engendrent pas de coupure et où la performance est complètement flexible et s'adapte aux besoins du moment. Et depuis 2018, on rencontre aujourd'hui ce qu'on appelle du FaaS, donc Function as a Service, où là, finalement, on éclate encore le microservice et on réduit finalement encore la surface de ce qu'on déploie à une simple fonction pour rentrer dans des performances encore plus importantes. Et c'est une innovation qui nous vient du monde du HPC. Et qui est en train aujourd'hui de se démocratiser. Et parmi tout ça, vous allez me dire, j'ai pas encore parlé du DevOps. Effectivement, le DevOps, pourquoi est-ce qu'il s'inscrit dans cette chronologie? Comment est-ce qu'il s'inscrit dans cette chronologie? Le DevOps arrive à partir de 2014. C'est une méthodologie qui a été inventée outre-Atlantique. Et c'est une méthodologie qui est venue juste après l'arrivée du conteneur. C'est une méthodologie qui prend ses racines bien avant le conteneur, mais l'outil conteneur a permis de la rendre populaire et de la rendre plus rapidement mise en place. Donc concrètement, à quoi ça sert? Pourquoi on a besoin du DevOps? Et quels sont les grands axes de fonctionnement du DevOps?
Aujourd'hui, donc le DevOps a été popularisé à partir de 2014. Il est arrivé beaucoup plus tard en Europe et on n'a pas de définition formelle du DevOps. La personne qui a formulé le nom DevOps, finalement, elle a initié une méthodologie basée sur des grands principes, mais on n'a pas eu de définition formelle complète. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une méthodologie générale qui est adaptée aux différents environnements, vous n'aurez pas une recette magique pour mettre en place le DevOps. Et elle a plusieurs objectifs. Le premier objectif, ça va être de responsabiliser les développeurs et d'alléger la charge des administrateurs système pour se concentrer sur des tâches qui auront une valeur ajoutée. Puisque finalement, mettre à jour une application, c'est pas forcément une grande valeur ajoutée pour un administrateur système. On va chercher aussi à augmenter la visibilité, la traçabilité des déploiements et des mises à jour, fournir plus de transparence vers les clients et vers les équipes internes. C'est un grand leitmotiv qu'on retrouve depuis certaines années et c'est ce qui permet à certaines entreprises d'avoir une concurrence, on va dire, un peu plus efficace par rapport à certains de leurs compères. L'objectif aussi, ça va être en automatisant les process et en augmentant un petit peu cette notion de reproduction des environnements, d'être plus efficace pour fournir des mises à jour plus souvent, plus régulières, reproductibles et surtout qu'on va pouvoir normer, standardiser. Et donc, ce processus, c'est avant tout un processus qui va être un processus axé autour des métiers, basé certes sur des processus techniques, mais c'est finalement des processus métiers qu'on va simplement automatiser, normaliser et documenter. Donc, pour arriver à ces objectifs, finalement, le DevOps, il va se baser sur quelques grandes solutions techniques, technologiques, mais aussi humaines. Pour arriver aux objectifs précédents, du coup, un ingénieur DevOps va devoir axer son travail sur plusieurs grandes sections. La première grande section, ça va être l'automatisation des tâches. On va en effet essayer de cadrer le processus de développement classique en automatisant toutes les tâches qui n'ont peu de valeur ajoutée et qu'on souhaite automatiser pour les rendre sans erreur. Par exemple, on va vouloir automatiser le build des applications, le packaging des applications, les tests, parce qu'aujourd'hui, dans les développements, on fait des tests unitaires, des tests d'intégration, il y a toutes sortes de tests, ils sont plus ou moins difficiles à exécuter, et les automatiser, c'est faire gagner énormément de temps aux développeurs. On va aussi automatiser le déploiement, et ces deux grands axes, vous allez les retrouver, si vous cherchez un petit peu autour de vous, sous les noms CI/CD, donc CI/CD, qui veulent dire Continuous Integration et Continuous Deployment, qui sont donc deux grandes thématiques du DevOps qui concernent donc l'intégration continue, c'est-à-dire le build, le test et finalement tout le cycle de vie du développement d'application, et le déploiement continu qui concerne plutôt la partie Ops du cycle de vie de l'application. Les objectifs d'automatiser toutes ces tâches, vraiment, ça va être d'éviter les erreurs humaines, généraliser tout ce qui est identique sur plusieurs projets pour que ce soit plus rapidement répétable et finalement faire gagner du temps, accélérer les itérations au sein d'un projet de développement. Ces opérations, donc cet axe de travail qui est quand même très concerné par le développement, c'est pas le seul axe qu'on trouve dans le DevOps. On va retrouver aussi tout ce qui est traçabilité, transparence des opérations. Par exemple, on va utiliser des moteurs de versionning tels que Git pour permettre dans des domaines qui peuvent être externes aux applications, donc par exemple les environnements de déploiement, la configuration des serveurs, même d'aller jusqu'à déployer automatiquement des serveurs, déployer automatiquement des applications, et avec des tests qui là aussi sont automatisés, pouvoir retourner en arrière en cas de panne sans intervention de quelqu'un. Et ça va nous permettre de notamment éliminer des astreintes de nuit sur certaines parties ou automatiser des déploiements pour éviter qu'il y ait des coupures en journée qui pourraient être dues à des erreurs humaines. Une des autres grandes sections du DevOps, ça va être ce qu'on appelle tout ce qui est infrastructure as code. Ça veut dire concrètement que on va réussir à rendre l'infrastructure comme étant son plus simple appareil, finalement un outil pour héberger les applications. Et pour y arriver, le DevOps s'inscrit dans les logiques de scripting et d'utilisation d'API. Beaucoup de constructeurs aujourd'hui fournissent sur les plateformes vCenter, Nutanix, par exemple, des API qui vont nous permettre d'automatiser certaines tâches, de les rendre extrêmement simples pour le développeur qui ne maîtrise pas du tout cet aspect data center, infrastructure, et finalement le rendre flexible, compréhensible et abordable par n'importe qui.
Et ainsi, on va pouvoir automatiser le déploiement d'infrastructures qui sont virtuelles, physiques, parce qu'on peut aussi automatiser des infrastructures physiques, et ça sur des environnements qui peuvent être on-premise, cloud ou même cloud hybride. Et c'est vraiment la grande tendance aujourd'hui et un des intérêts majeurs du DevOps, ça va être de pouvoir migrer en quelques heures des applications on-premise à des applications 100% cloud, à des applications qui pourraient être hébergées dans un cloud hybride. Afin que ce soit gérable, afin que toute cette automatisation, tous ces process métiers, etc., soient gérables, on se base sur vraiment des standardisations et du packaging qui uniformise l'ensemble de la pile. Et cette uniformisation, elle passe aussi par le monitoring, la simplification de la gestion et la simplification de la maintenance des applications. Donc, un des grands axes aussi, ça va être finalement de centraliser le monitoring, de gérer l'ensemble de notre infrastructure depuis un seul point, et de finalement, avec les outils que nous fournissent les constructeurs, rendre ça très simple et avec une intégration qui peut aujourd'hui être très poussée, puisque le monitoring s'est vraiment démocratisé. Et on a une standardisation, une normalisation du monitoring qui a tendance à vraiment évoluer sur l'ensemble des piles applicatives, logicielles et même du coup hardware, qui permet d'avoir un monitoring global du SI jusqu'à l'application, et vous le verrez tout à l'heure dans la présentation de mon collègue Camille, qui ont un intérêt majeur en termes d'enjeux, puisqu'elles vont apporter beaucoup de choses, que ce soit pour la population de développeurs ou pour la population d'administrateurs système. Et finalement, cette centralisation, elle peut pas se passer d'une centralisation aussi de la gestion, parce que jusque-là, on gérait des parcs qui pouvaient être hétérogènes et complexes. Et finalement, avec les conteneurs, on peut avoir des déploiements qui sont uniformes, qui sont reproductibles, qui sont isolés de l'OS sous-jacent et qui ne demandent pas de compétences spécifiques par rapport à l'application qui est dans le conteneur pour être déployée. Donc, on va éviter des compétences spécifiques côté sysadmin pour gérer les environnements et pour finalement éviter des bugs. Les conteneurs apportent aussi une couche de sécurité puisque les applications vont être isolées les unes des autres. Donc voilà à peu près pour les grands axes, les 5 grands axes de travail d'un ingénieur DevOps. Maintenant, le fait que le conteneur soit devenu une unité facile à déployer, facile à gérer, qu'on peut facilement dupliquer sur divers environnements, ça a fondamentalement changé la façon dont on administre en général les applications. Et ce changement, il s'illustre très bien par cette petite métaphore de pet versus cattle. Donc, pet, l'animal domestique, en face de cattle, le bétail. Alors, pourquoi le bétail? Vous allez voir, c'est assez simple. L'idée, c'est que l'unité est remplaçable. On la traite comme quelque chose de remplaçable et de générique. Traditionnellement, quand on déploie une application, donc elle était sur sa VM ou sur son serveur, et c'était en général, sinon on la déploierait pas, une application métier critique ou une application qui avait quand même son importance au sein du SI. On leur donnait des noms, on leur donnait des références, et ces références faisaient que ce serveur il était identique. Il y avait qu'une seule version presque dans le monde, j'ai envie de dire, de votre application déployée dans votre SI. J'aime bien dire qu'on les élève avec attention, c'est-à-dire que quand on est dans le processus de création du projet, de mise en place de l'application, on se rend compte que on va prendre beaucoup de précautions parce que on n'a pas envie de refaire le travail plusieurs fois. Une erreur est vite arrivée. Et quand il y a un bug, quand il y a une panne sur l'application, on va essayer de la corriger à tout prix. On va essayer de passer beaucoup de temps, même si c'est un bug qui provient de l'environnement système et qui n'est pas directement lié à l'application, qui peut être l'environnement d'exploitation de l'application. Et donc, dans ce cadre, on va dire traditionnel du sysadmin, on cherche à obtenir ce qu'on appelle un maximum uptime, donc un temps sans erreur de run le plus grand possible. Donc, on va chercher des mises à jour au maximum tous les 6 mois, 1 an. On évite de faire des grosses mises à jour qui pourraient perturber l'ensemble du système. Donc, quand on a des besoins de performance, on va faire ce qu'on appelle du scale-up, du scaling vertical. On va proposer non pas de rajouter une deuxième instance de cette même application, mais d'augmenter les performances de la machine qui héberge cette application pour essayer d'en tirer encore plus parti. Le paradigme aujourd'hui avec les conteneurs, finalement, la facilité de les déployer, de
les lancer, peu importe l'environnement sur lequel ils se trouvent, fait qu'on n'a plus vraiment besoin de s'embêter avec tout ça. Quand on déploie un conteneur, on va pas spécialement y prendre attention, on va pas lui donner un nom particulier, on va avoir des conteneurs qui sont génériques avec un numéro, premier réplica, deuxième réplica, troisième réplica, 100 millième réplica. Et tous ces réplicas de conteneurs, ils sont parfaitement identiques puisqu'on les a générés à partir de la même base. Et si jamais on en a un qui a un dysfonctionnement, on considère qu'il n'est pas dans un état correct, ben finalement on le supprime, puis on en déploie un nouveau. Donc au lieu de les corriger, d'en prendre soin, là on va avoir une approche un peu plus industrielle, à grande échelle, qui est vraiment scalable. Et ces conteneurs, on va pas les générer, les installer à la main étape par étape. Non, on va essayer de le scripter, on va essayer de l'automatiser pour gagner du temps et pour être plus efficace sur ces tâches finalement qui apportent pas grand-chose. Et donc là où avant on cherchait un maximum uptime, maintenant on va chercher un reverse uptime ou un minimum uptime, puisque si vous avez une application qui tourne depuis plus de 6 mois, ça veut dire que vous n'avez pas fait une mise à jour depuis 6 mois. Et aujourd'hui, comme l'a dit Laurent, la sécurité c'est quelque chose qui est de plus en plus important. Et c'est un enjeu qui est souvent négligé malheureusement. Et cet enjeu, bah là, on va pouvoir le corriger avec le DevOps en automatisant le déploiement de nos applications, en automatisant le build de nos applications. On va pouvoir faire des mises à jour incrémentales très très rapides sur l'ensemble du parc de manière complètement automatisée, donc sans perte de temps. Et donc quand on a un uptime qui devient trop grand, bah, finalement c'est qu'il y a un problème sur l'infrastructure et on est dans une sorte de danger. À ce moment-là, quand on a des besoins de performance dans l'approche Cattle, on va être plutôt scale out, c'est-à-dire qu'on va essayer de dupliquer les instances, rajouter des nouvelles instances aux instances déjà existantes pour augmenter la réponse à la charge à un instant T. Pour vous donner une idée, c'est pas un de nos clients, même si on aimerait bien, GitHub, le site github.com, que vous connaissez peut-être, fait entre 150 et 310 à peu près, c'est leur moyenne, mises à jour par jour. Et pourtant, jamais sur le site, vous verrez une coupure quelconque d'une fonctionnalité. Puisque, en fait, à cause de ce nombre d'instances assez élevé qui tournent sur leur serveur, qu'on ne voit pas, nous, en tant qu'utilisateurs, quand ils font des mises à jour, ils font des mises à jour qu'on appelle rolling update, qui vont être une par une, instance par instance. Et donc, finalement, il n'y a qu'une seule partie des utilisateurs qui rencontrent cette mise à jour. Et tout ça se fait sans coupure, en pleine journée. Voilà. J'espère que j'ai réussi à vous transmettre les différents paradigmes qui ont pu évoluer ces dernières années autour du DevOps. Je vais maintenant laisser la parole à mon collègue Camille, qui va vous parler de cas concrets qu'on a pu rencontrer chez nos clients ces dernières années et qui vraiment a pu nous apporter une expérience qu'on va pouvoir vous présenter avec des cas d'usage concrets qui, je l'espère, vont vous intéresser. Bien. Bonjour à tous. Merci Adrien pour cette introduction ou cette présentation des principes du DevOps plutôt clair. Je vais essayer d'illustrer tout ça par des exemples un peu plus concrets qu'on a pu rencontrer au fil du temps chez nos clients ou même chez nous, vu qu'on applique aussi à nous-mêmes les principes qu'on vient de présenter. Alors on va commencer par le monitoring. Avant, ce qu'on faisait, c'était simplement les admin systèmes monitoraient les machines et des développeurs monitoraient leurs applications sans avoir de visibilité sur le statut des machines. Maintenant, on essaye de tendre vers un monitoring global et unifié, c'est-à-dire que les devs ont la visibilité sur le statut des machines en temps réel avec les alertes associées. Pour les ops, ils disposent d'un monitoring plus précis avec l'ajout des applications, ce qui fait qu'on a une vue globale du parc qu'on gère. C'est crucial dans un contexte où un serveur héberge plusieurs applications parce que on a vraiment une densification des environnements où on a beaucoup de services. Et donc, c'est important de savoir d'avoir leur état de santé. Pour ça, du coup, on a une vue qui se découpe un peu en 3 niveaux. Donc, le niveau infra, qui était traditionnellement ce qui était monitoré par les ops, donc les admin systèmes, qui concerne concrètement l'OS, le disque et la RAM, le CPU.
On a aussi la disponibilité, donc c'est plus du réseau, savoir si la machine répond, si le port est ouvert, etc. Et l'application, donc ce qui concernait plutôt les devs, qui est tout simplement de savoir si l'application répond, si le contenu de la page est correct, si elle est en bonne santé. Pour un peu donner un exemple, on a chez un de nos clients, donc c'est une société d'e-commerce à l'échelle nationale qui reçoit beaucoup de trafic, notamment pendant les soldes. On est passé en à peu près 2 ans d'une centaine de VM qui hébergeait 270 services à une vingtaine de VM. Avec une consommation CPU et RAM assez importante, et tout ça monitoré grâce à des orchestrateurs, un orchestrateur de conteneurs. Donc on a vraiment réduit le nombre de VM tout en augmentant notre capacité à avoir les informations sur la santé des services hébergés. On peut relier ce cas d'usage un peu à l'administration d'un parc d'applications Linux. Comme Adrien a expliqué juste avant, avant on administrait chaque application sur chaque serveur de manière spécifique, unique, donc façon PET. Donc ça demandait beaucoup d'efforts pour administrer un parc d'administration hétérogène, dans le sens où on avait beaucoup de VM avec beaucoup de services. C'était un peu compliqué. Maintenant, du coup, on utilise un orchestrateur avec de l'automatisation pour simplifier la gestion des applications depuis un point d'entrée unique. Donc, ce qui facilite grandement l'administration, l'audit et le monitoring. Ça peut aussi nous aider à sécuriser les services parce que tout simplement, on n'a plus qu'un point d'entrée à sécuriser. On a déjà évoqué les orchestrateurs les plus connus, surtout de conteneurs, qui sont Docker Swarm et Kubernetes. Kubernetes est très avancé dans ce qui permet, dans la gestion des droits avancés, afin de découper finement les ressources disponibles et offrir une expérience d'administration unique, identique, à chacun des tenants. On va en parler un peu plus juste après. Ici, où ce qui se faisait avant, c'était beaucoup d'équipes avaient leurs ressources et leurs environnements dédiés, avec chacun leurs particularités. Donc, on avait besoin de compétences spécifiques pour chaque environnement, notamment au niveau des administrateurs système. Maintenant, les sysadmins, ils ont une seule plateforme technologique à maîtriser, typiquement Docker Swarm ou Kubernetes. Donc, c'est un socle commun, tout ça est hébergé sur un socle commun de serveurs. Ce qui permet une réduction des coûts et un suivi des actions à effectuer, une gestion des ressources plus précis. Donc, une réduction des coûts et du temps gagné. Pour les devs, ça leur donne un outil unique permettant de normaliser c'est un outil unique et normalisé, permettant une autonomie dans le déploiement, la gestion et la suppression d'un environnement applicatif. Donc, pour développer, en fait, ils sont un peu beaucoup plus facilement autonomes dans le sens où ils peuvent déployer ce qu'ils veulent, tout en étant cadrés par l'orchestrateur qu'ils ont à leur disposition. On a eu le cas chez un organisme public régional où ils avaient ce besoin de transparence, de centralisation et de découpage fin des droits et des ressources, tout en garantissant une haute disponibilité. On peut également parler des bases de données, notamment la disponibilité de ces bases de données. Par le passé, c'était souvent de gros serveurs avec beaucoup de bases de données mutualisées, pas forcément hautement disponibles et qui nécessitaient du coup les compétences d'un administrateur de bases de données. Les développeurs n'avaient pas d'autonomie sur le déploiement des bases de données pour le test, pour le dev, pour l'époque. Donc c'était assez compliqué pour un dev d'avoir une base de données. Et pour les ops, la maintenance d'une base de données impliquait l'indisponibilité sur plusieurs applications, ce qui rendait les mises à niveau plutôt risquées et coûteuses. Maintenant, grâce aux conteneurs, on peut déployer très très facilement des bases de données, aussi en haute disponibilité. Donc, on perd un peu ce principe de grosses bases de données mutualisées où on héberge plusieurs bases de données, mais on fait plein de petites bases de données, une par application, ce qui est beaucoup plus simple à gérer.
ce qui permet aussi de limiter les interventions d'un administrateur de base de données dans le sens où on a uniquement besoin de lui pour la production, pour faire les réglages optimaux. Pour les ops, on n'a plus besoin de rendre indisponible une application pour mettre à jour une base de données, dans le sens où on va uniquement éteindre la base de données associée à notre service et potentiellement, avec de la haute disponibilité, on peut même avoir ce qu'on appelle le zero downtime, c'est-à-dire aucune coupure. J'ai évoqué avant l'autonomie dont qui manquait aux développeurs, dont ils disposent maintenant, puisque à l'aide des conteneurs, ils peuvent déployer très facilement une base de données. On a eu le cas chez plusieurs clients où du coup ils avaient besoin d'une base de données hautement disponible. Typiquement les e-commerce, où la base de données est quand même un point crucial de l'infrastructure. Où du coup on avait ce besoin d'être vraiment hautement disponible, donc soit avec des fonctionnements en multi-primary, dans le sens où il y a plusieurs bases de données où on peut écrire, ou primary slave, où certaines bases de données font simplement la copie de ce qui est écrit sur un master. Voilà. Ça, c'était pour les bases de données. On peut aussi parler de la gestion centralisée des logs. Alors, avant, les logs, c'était un peu compliqué dans le sens où toujours, il y avait cette séparation entre les devs et les ops. Les devs n'avaient pas de visu sur les logs de l'infrastructure. Les ops n'avaient pas de visu sur les logs applicatifs. Donc, les indisponibilités étaient liées soit à l'infra, soit à l'appli, mais c'était difficile de trouver l'origine de la panne ou du bug. Maintenant, en centralisant les logs, grâce à une standardisation des outils de monitoring, Adrien l'a évoqué tout à l'heure, on peut donc tout centraliser et corréler les logs applicatifs et de l'infrastructure. Donc, on a une vue plus globale du SI. On peut aussi avoir des alertes supplémentaires sur les ressources, sur la sécurité globale. On peut prévenir des attaques, par exemple des DOS, détecter des comportements anormaux, par exemple des erreurs qui arrivent uniquement à certaines heures. Donc, ça permet vraiment d'avoir une vue d'ensemble qui nous permet d'identifier les comportements anormaux et donc d'améliorer la qualité de notre service. On l'a fait chez nous dans le cadre de notre infra qu'on héberge pour nos services à nous. On a déployé ce type d'infrastructure de monitoring afin de centraliser tous nos logs et puis de pouvoir effectivement monitorer de manière efficace tous nos services. On peut parler également de la migration cloud hybride. On parlait tout à l'heure des serveurs qui hébergeaient énormément de services. Ils étaient souvent bloqués dans un seul data center, donc c'était difficile de relancer les applications sur un environnement en quelques heures. Maintenant, avec un déploiement automatique et reproductible, on a plus de facilité à changer d'endroit, de data center, et à redéployer exactement la même application sur un autre cloud. Donc, ce qui permet une résilience du système et de pouvoir traiter très facilement les pannes locales dans un point A. Sur le schéma, on peut avoir une panne sur le data center 1 et pour autant redéployer sur le data center 2 et donc toujours garantir la disponibilité de notre service. Ça permet également de contrôler les emplacements de stockage de la donnée sans compromettre la flexibilité et la résilience du SI à la panne. Ça peut passer par une certaine technologie de stockage multi-data center où du coup on duplique des disques à travers plusieurs data centers qui peuvent être chiffrés au repos. Cette problématique est particulièrement importante maintenant pour assurer la résilience des applications et on a eu un exemple il y a quelques semaines avec l'incendie au data center OVH de Strasbourg. Où on s'est rendu compte que même un data center n'est pas à l'abri d'une catastrophe et donc il faut assurer se prémunir contre ce genre d'événement et donc potentiellement avoir un cloud hybride dans lequel on puisse redéployer facilement nos applications. Voilà, je vais finir les cas d'usage sur quelque chose de plus technique, dans le sens où c'est vraiment pour parler du développement.
Donc, un des principes du DevOps aussi, c'est de faciliter le développement et donc automatiser le processus du développement, de développement. Donc, ça permet beaucoup de choses. On parlait tout à l'heure de sécurité. Ce genre de process, ça permet de faire du scan de vulnérabilité et de mettre à jour les dépendances nécessaires qui présentent des failles. On peut aussi avoir une analyse automatique du code qui mène à moins de bugs parce qu'on va avoir des infos qui nous indiquent là où peut y avoir des erreurs humaines. On peut aussi avoir du passage automatique des tests, comme on a au milieu là sur le schéma. Après le build, on a les tests unitaires, les tests d'intégration. Ça aussi, ça amène à moins de bugs parce que forcément, on va tester avant d'envoyer sur la production. Du coup, on a aussi du build automatique. Ça fait du temps gagné, moins d'erreurs. Ça rend les développeurs plus autonomes. On peut aussi, donc tout ça c'était pour la partie CI, donc intégration continue que Adrien évoquait tout à l'heure. Il y a la partie CD, donc déploiement continu. On automatise aussi les déploiements, ce qui permet de déployer dans plusieurs environnements, d'éviter toujours les erreurs humaines, de faire des tests automatiques de scénarios un peu plus poussés. Et éventuellement de pouvoir faire ce qu'on appelle un rollback, c'est-à-dire retour à une version antérieure si on détecte un problème. Donc, on peut voir que tout ça est un peu interconnecté. Tout ça, c'est vraiment un écosystème qui se met en place. Alors, on peut mettre en place certaines briques les unes après les autres. Nous, on est en train de travailler sur un projet qui s'appelle Cloud6, qui est une interface, une plateforme DevOps packagée où on essaye de mettre de centraliser tous les principes du DevOps pour faciliter les déploiements et automatiser les processus liés au développement. Notre objectif, c'est de fournir un écosystème DevOps sans qu'il soit nécessaire d'avoir des connaissances techniques sur le sujet. Voilà, donc vous pouvez vous rendre sur www.cloud6.io pour en savoir plus. On a une petite page de présentation qui explique un peu les objectifs de la plateforme. Vous pouvez vous y rendre si vous voulez. Voilà, on va passer à la séance de questions-réponses. Donc, si vous avez des questions, on se fera un plaisir d'y répondre. Merci pour votre attention. Et oui, c'est tout. Ah oui. Ah oui, 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 oui. Vous pouvez répondre vous pouvez nous envoyer un mail aussi. Vous avez nos coordonnées ici. Si jamais vous avez encore des questions ou si vous voulez échanger pour vous, vos projets. Très bien. Bah, oui, pas de questions, donc de très clair. Soit c'était pas clair du tout. J'espère que c'était la deuxième option, que nous étions clairs dans notre propos. En tout cas, on reste à votre disposition. On vous fera parvenir effectivement les emails. Donc, on reste à votre écoute, à votre disposition. Puis, comme vous l'avez vu, nous mettons à disposition maintenant de nos clients une plateforme, un environnement permettant de disposer des environnements de développement DevOps sans devoir nécessairement mettre en place au sein même de votre infrastructure ces nécessités qui vous permettront par la suite de disposer de conteneurs. Voilà. S'il en est que vous n'ayez plus de questions, je vous propose que nous clôturions cet événement DevOps et au plaisir de vous retrouver lors d'un nouvel event visio, puisque maintenant c'est devenu un petit peu à la mode, va-t-on dire, et bien entendu avec encore plus de plaisir de vous avoir en direct sur des questions que vous auriez, qui vous sont particulières et que vous souhaiteriez échanger plus particulièrement en direct avec l'équipe. Voilà, au nom de MD6, il me reste à vous souhaiter une très bonne fin d'après-midi, ainsi que une bonne fin de semaine et au plaisir de vous retrouver à l'occasion de nouveaux projets.